Bonjour. Alors aujourd'hui, on regarde deux cadres éthiques. Donc, on va avoir en deux temps ce module. On regarde le cadre, on pourrait dire anglo-américain de Beauchamp et Childress ou Beecham et Childress, comme ils se nomment. Et l'autre module, vous allez voir, qui est cette semaine, c'est le texte de Ricoeur et aussi de Jacquemin, le concept d'alliance qui va aller avec Ricoeur. Donc, Beecham et Childress, vous avez le chapitre premier de leur livre Les principes de l'éthique biomédicale, un texte important pour résoudre des problèmes, des dilemmes éthiques. Alors, votre premier travail va porter sur un cas et je vais le mettre et je vais en parler la semaine prochaine. Et vous pourrez utiliser soit le cadre de Beecham et Childress ou celui de Ricoeur pour analyser qu'est-ce que le médecin devrait faire. Alors, l'idée, justement, du principisme, qui est le cadre, c'est comme ça qu'on nomme le cadre éthique de Beecham et Childress, c'est enfin d'arriver à résoudre des questions pour les professionnels qui travaillent en médecine, c'est-à-dire nursing ou les médecins et même les autres thérapies. Donc, il commence le chapitre avec l'éthique et la morale. Et aussi, là, je devrais vous expliquer que souvent, on a différentes définitions de qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la morale. Ça dépend des disciplines, c'est-à-dire les anglo-américains vont plus ou moins le définir comme Beecham et Childress. Ricoeur, lui, a une définition un peu différente. Sauf que, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est l'éthique appliquée. Alors, il parle justement, c'est l'examen de la morale. L'éthique normative, c'est l'éthique qui va regarder les normes. Donc, le cadre, quel cadre? Un cadre utilitariste, un cadre déontologique ou encore un autre cadre. L'éthique appliquée, c'est vraiment comment applique-t-on ces cadres au cas au dilemme auquel nous faisons face. Il parle aussi de l'éthique non normative à la page 14 ici. Ça, c'est l'étude conceptuelle de qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que le bien. Et il y a aussi l'éthique descriptive. C'est comme ça que les médecins résoudent les questions. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur l'éthique appliquée, c'est-à-dire comment applique-t-on le cadre. Alors, d'où vient la morale? Hein? Alors, il nous parle justement de la morale commune, qu'est-ce qu'il appelle common sense morality, c'est-à-dire les normes, les habitudes de notre vie courante. C'est-à-dire que on est dans une société, une culture qui nous donne un certain code de conduite et nous grandissons avec un certain sens de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y a certaines cultures qui vont porter sur, ou certaines pratiques culturelles qui vont porter sur certaines habitudes, d'autres non. Par exemple, est-ce qu'on mange de la viande ou pas, ou encore est-ce qu'on a le droit de tuer n'importe qui? Alors, habituellement, les cultures s'entendent, les cultures, les religions s'entendent pour dire qu'il y a une certaine prohibition de tuer une personne innocente, par exemple. Alors, c'est ça, c'est des codes de conduite. Hein? Donc, cette morale commune, c'est notre point de départ. C'est de là d'où on a appris le sens du bien et du mal. Mais il nous dit ce n'est pas l'autorité absolue. Et certainement, on voit ça dans les pratiques de désobéissance civile, par exemple, où on va dire, bon, ça c'est la loi, par exemple, sauf que nous allons désobéir à la loi parce que il y a
une valeur qui est plus grande que celle de la loi. Un des grands exemples historiques, c'est celui d'Antigone, c'est la pièce de Sophocle, où Antigone veut enterrer son frère qui a trahi enfin sa communauté, veut l'enterrer dans la ville et non pas laisser son corps pourrir en dehors des limites de la ville. Donc, elle dit la loi des humains est faillible, elle n'est pas bonne parce que peut-être on se fie sur une certaine valeur qui est la loyauté, sauf que la dignité humaine est plus importante que cette loi qui dit qu'on doit être loyal. Alors, Antigone enterre son frère, etc. Alors, c'est tout ce dilemme, par exemple. C'est ça. Alors, lisez à la page 16, c'est important, c'est ça, la morale s'étend au-delà de la morale commune et nous ne devrions jamais les confondre ou les mélanger. Alors, c'est ça, les idéaux qu'on peut avoir, les normes communautaires qui peuvent varier aussi. Alors là, déjà, Beecham et Childress nous expliquent que certaines valeurs ne sont pas peut-être comprises de la même façon d'une société ou d'une culture à l'autre. Alors, la morale, c'est ça, universelle et la morale spécifique d'une communauté, encore ça c'est à la page 17, on peut qu'est-ce que Beecham et Childress vont vouloir démontrer, c'est qu'il y a une certaine morale universelle, mais comment on entend ces principes peut varier d'une situation à une autre. Alors ça, c'est un débat qu'on a en philosophie morale. Est-ce que la morale est universaliste ou est-elle relativiste? Alors, c'est ça. Alors, eux veulent prôner l'universalisme tout en disant que les principes qu'ils vont proposer, comme le principe d'autonomie, peut être interprété de différentes façons. Alors, encore, je vous conseille de lire à la page 18 le paragraphe « Certains lecteurs penseront que nous ne respectons pas notre propre distinction, que nous étudions la question et que nous étudions, c'est ça la question, en confondant les déclarations empiriques sur ce qui est universel dans la conviction morale. Mais enfin, c'est ça. Par exemple, on reconnaît, qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est que la morale peut évoluer. Donc, c'est pas que le concept, par exemple, de dignité est pas valide, mais que le concept de dignité était mal appliqué, on pourrait dire, au 18e et 19e siècle, lorsqu'on considérait les esclaves comme étant des personnes qui n'avaient pas de dignité humaine. Donc, on reconnaît l'importance de la dignité, sauf que maintenant, on l'applique de façon différente et on reconnaît que c'était mal appliqué ou trop restreint avant. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais c'est ça un peu l'idée ici, d'où cette idée d'universalisme qui tient encore. Donc, l'importance de la valeur de la dignité, sauf qu'elle peut être interprétée de différentes façons. Alors, on parle de ces considérations de qu'est-ce qui est universel, on arrive au but de Beecham et Childress, qui est enfin d'aider les professionnels. Alors, à la page 19 et 20, les normes professionnelles ou la morale professionnelle donnent certaines obligations. Alors, il s'agit de réfléchir, par exemple, si vous travaillez comme infirmière, le code déontologique des infirmières. Alors, ils restreignent leur conception de profession, la page 20, où ils disent
Enfin, c'est des praticiens qui font partie d'un ordre professionnel comme médecins, infirmières, physiothérapeutes, et qui vont avoir un code. Cependant, est-ce que le code déontologique est suffisant? Alors, il y a l'exemple d'un psychologue qui traite une personne donc pour troubles psychologiques, etc. Cette personne-là veut agresser quelqu'un d'autre, mais le respect de la profession, le respect du secret et de la profession, le code déontologique, le professionnel ne partage pas ses inquiétudes avec la police. Alors, la personne qui consulte le psychologue, enfin, agresse la personne qui disait qu'il n'était pas agressé. Est-ce que le professionnel a eu tort de garder le secret professionnel? Alors, c'est ça, le code déontologique, mais dans le cas où on va faire il y a possibilité d'agression, de tort, de meurtre envers une autre, est-ce que le secret professionnel devrait toujours être respecté? Alors ça, c'est une question qui, justement, n'est pas résolue par le code déontologique. Et c'est pour ça que Beecham et Childress vont avancer leur cadre éthique pour arriver à ces questions, à résoudre ces questions qui sont encore plus, si on veut, nébuleuses. Une autre question qui va surgir aussi, et ça, il en discute à la page 24 et 25. Si un acte est acceptable, la loi devrait-elle l'autoriser? Alors, et l'exemple qu'il nous donne, c'est celui d'euthanasie. Alors, si on comprend que, alors je vais changer, voilà. Donc, l'euthanasie ou la mort assistée, par exemple, qui est légale au Canada maintenant. Alors, le questionnement de Beecham et Childress est si on le trouve, quelles sont les implications de mettre quelque chose légal, par exemple? Alors, c'est une question que, on pourrait dire, ce qui relève du juridique et ce qui relève de la philosophie morale sont souvent différents. Alors, c'est sûr que l'éthique ou le pensée ou la moralité va informer nos lois, mais il n'y a pas équation entre les deux, nécessairement. Et aussi, on pourrait dire, bon, si l'acte, on peut dire, bon, l'acte, on peut le justifier, mais une loi va enfin codifier l'acte d'une façon générale. Est-ce que les conséquences de cette loi sont acceptables au niveau social, par exemple? Alors, c'est ces enjeux qui préoccupent Beecham et Childress pour les faire avancer dans leur questionnement et de tenter de trouver un cadre éthique qui peut justement nous aider à réfléchir sur lorsqu'il y a des dilemmes moraux, lorsqu'il y a conflit de valeurs. Alors, à la page, alors c'est ça qui nous fait, par exemple, la page 26 et 27, il nous parle justement de l'acte que je viens de discuter avec vous lorsque le psychologue a gardé le secret professionnel. Il y a aussi, il parle à la page 27 du cas qu'on a discuté il y a quelques semaines de Karen Ann Quinlan, qui était dans un coma végétatif. Alors, comment peut-on arriver à une solution avec ces problèmes-là qui sont quand même assez épineux et qui mettent plusieurs valeurs et même plusieurs obligations en conflit. Hein. Donc, dans le cas de Karen Ann Quinlan, c'était la vie, la valeur de la vie, qualité de vie aussi, la responsabilité du médecin vis-à-vis
la patiente et aussi la patiente qui a le droit de refuser traitement. Alors, on voit comment ça s'est joué. Et donc, finalement, la Cour a la Cour a jugé que la patiente avait le droit de refuser le traitement, par exemple. Et c'est pour ça maintenant qu'on demande des directives lorsque vous avez une chirurgie ou enfin pour savoir quelles sont vos volontés, par exemple, face au traitement. Alors justement, pour nous faciliter la réflexion, ils vont parler justement, Beecham et Childress, de principes. Et c'est là qui est important, c'est à la page 29 et 30, où ils expliquent les principes. Et c'est ça que vous allez avoir à discuter lorsque vous allez regarder le cas de Raymond que je vais vous donner. Enfin, je vais le mettre et on en discute la semaine prochaine. Je vais vous donner le temps de réfléchir. Et ça va faire partie de votre travail. Le cas de Raymond, c'est un médecin qui a un patient et le patient lui passe des tests et tout. Le médecin découvre que le patient, au fait, a enfin dépiste que le patient a un cancer. Et donc, est-ce que le médecin devrait dire la vérité au patient ou attendre parce que le patient va aller en voyage? Alors, c'est des principes pour pouvoir, enfin, réfléchir. Vous avez les principes de base qui sont à la page 30. Et ces principes sont le respect de l'autonomie, la non-malfaisance, c'est-à-dire, donc, ne pas faire du mal, trop de mal à la personne, la bienfaisance, faire du bien et la justice. Et je vous ai demandé dans la discussion du cas qui est ce test de dépistage pour le cancer du sein. Alors là, on aurait justement les principes. Je vous ai demandé de regarder principe d'autonomie. Si on oblige les femmes à prendre le test, est-ce qu'on respecte leur autonomie? Sauf qu'on veut leur faire du bien parce qu'on veut le dépistage le plus tôt que possible. C'est mieux, ça donne de meilleurs résultats. La non-malfaisance, est-ce qu'on fait du tort à la personne en lui demandant de faire un test? Et donc, si on peut penser à l'inquiétude, le mal psychologique. Et finalement, la justice, si ça coûte moins cher, dépister un cancer plus tôt que plus tard, alors ce sont ces 4 principes. Donc, selon Beecham et Childress, le respect de l'autonomie, c'est ça, on respecte le patient, la patiente elle-même. Donc, c'est elle qui va dire « oui, je suis d'accord ». Le médecin, c'est lui qui juge ou c'est elle qui juge, enfin, qui explique au patient. Et enfin, l'idée de justice, par exemple, que tout le monde a droit à part égale, c'est-à-dire la même maladie, le même traitement, si on veut. Mais selon Beecham et Childress, les principes il n'y a pas de hiérarchie. Alors que, bon, le respect de l'autonomie n'est pas plus important que la bienfaisance ou la non-malfaisance. C'est ça qu'ils disent. Moi, je trouve qu'en pratique, habituellement, l'autonomie, c'est ça qui devient le plus important. Mais enfin, c'est ça qu'ils disent, c'est que le cadre, c'est vraiment, si on veut, comment les 4 principes jouent ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que veut dire la non-malfaisance dans le contexte X. Alors, le principe est large et c'est pour ça qu'ils disent que la morale est universelle. C'est un principe large, mais ça dépend du contexte qu'est-ce que la non-malfaisance dans le contexte, par exemple, du dépistage du cancer du sein. Ce n'est pas la même non-malfaisance que, comme vous allez voir, par exemple, dans le cas de Raymond, possiblement.
Alors, c'est ça, c'est comme ça qu'ils proposent leur cadre. Alors, c'est très important de comprendre les principes de base parce que c'est justement comment se joue le cadre de principisme, là, ce cadre éthique qui est, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, là, très utilisé en Amérique du Nord. Il nous parle aussi des règles, donc des règles substantielles. Donc, il va avoir des règles, justement. Alors, le médecin ou enfin la personne traitante va pondérer les principes avec les règles. Donc, une règle qui va nous aider à enfin peaufiner d'une certaine façon le respect de l'autonomie. Par exemple, il nous donne, ça c'est à la page 31, suivre les directives anticipées d'un patient lorsqu'elles sont claires et pertinentes, par exemple. Alors ça, c'est une règle substantielle. Les règles de l'autorité, c'est-à-dire qui peut et doit exécuter les actions. Et les règles procédurales sont les procédures à suivre, par exemple. Les règles procédurales, l'exemple qu'il nous donne, qui peut accéder aux ressources médicales rares. Donc, les règles procédurales seraient comment on choisit dans une telle communauté qui va avoir la greffe de rein, par exemple, parce qu'on a certains critères. Alors, c'est ça. Ils nous rappellent le travail de W.D. Ross, c'est un anglo-philosophe, c'est-à-dire, c'est pas un anglo, c'est un britannique philosophe, qui justement parle des conflits d'obligation. Et ça c'est pour aider aux personnes traitantes d'arriver à une solution. Alors, vous pouvez voir que c'est quand même assez complexe, hein, le processus. J'ai mis justement l'exemple de chez Kant, et c'est ça, Ross, lui, a tenté parce que Kant dit on a une règle universelle, l'impératif catégorique. Donc, tu ne dois pas mentir. Bon, le problème, c'est que si tu mens, la police, par exemple, l'exemple qui est toujours donné, une police, on cache les réfugiés, la police arrive, ils vont tuer les personnes qui sont cachées chez nous. La police demande, est-ce que vous cachez les réfugiés? J'ai pas le droit de mentir, donc je dis oui. Alors, c'est un problème. Alors, Ross dit, bon, il y a différentes obligations. Évidemment, l'obligation de sauver la vie d'une personne va venir avant celle de toujours dire la vérité. Alors, c'est là que on regarde effectivement le contexte dans lequel se pose le dilemme. Donc, tout ça pour dire, vous allez voir, dans le cas de Raymond, le médecin décide de mentir et c'est le contexte dans lequel il décide de dire un mensonge au patient. Est-ce qu'il a raison? Enfin, vous allez voir ses raisons à lui, mais enfin, vous pouvez argumenter d'un côté ou de l'autre de dire que oui, effectivement, il aurait dû mentir ou non, possiblement pas. Alors, c'est les circonstances qui font. Alors, c'est ça à la page, donc on arrive ici à qu'est-ce qu'on fait la pondération. Et à la page, justement, à la page 39, et je ris parce que, enfin, il nous donne, par exemple, alors on doit regarder les différentes obligations, c'est justement qu'est-ce que Ross nous aidait à faire. Mais prenons l'exemple d'une femme médecin confrontée à une situation d'urgence, pardon, qui impliquerait l'allongement d'une journée qu'elle avait promis à son enfant de l'amener en quelque part. Pardon. Alors, j'ai trouvé intéressant qu'ils utilisent
l'exemple d'une femme médecin, le nom d'un homme médecin, mais enfin, les deux cas. C'est la même chose pour l'homme. Donc, sauver la vie de quelqu'un ou amener mon enfant jouer au parc avec son ami. Évidemment, il y en a un qui est un petit peu plus important que l'autre parce qu'il y a personne qui peut me remplacer sur une situation d'urgence. Donc, on peut dire qu'on peut pondérer les obligations. Alors, c'est ça qui nous parle, les conditions de pondération, la page 49 aussi, 41 qui est important. Alors, dans le cas du médecin, elle ne peut pas proposer de meilleures raisons d'agir, donc elle doit, par exemple, rester auprès du patient. Et donc, l'objectif moral, par exemple, qui justifierait laisser le parent de côté pour bénéficier de son enfant, c'est pas, enfin, on parle pas, c'est pas la même. Donc, un amusement ou une vie. La transgression est nécessaire dans le sens où aucune autre action moralement préférable peut s'y substituer. Par exemple, dans le cas, on va voir, dans le cas de Raymond et du médecin, si le médecin ment, est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Et la transgression choisie doit être la plus faible, donc c'est elle qui effectue le moins de dommages. Et ça va un peu avec 5. Et finalement, l'individu doit demeurer impartial, c'est-à-dire objectif. Donc, il agirait de la même façon avec n'importe quel autre patient, par exemple. Alors ça, c'est important encore, à page 41, de comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous aide à pondérer et à arriver à une conclusion. Donc, ils comprennent aussi la diversité, que notre société est pluraliste, donc à la page 45. Et mais même si la société est pluraliste, ils croient certainement à un certain universalisme. Donc, bienfaisance peut s'interpréter de différentes façons selon les communautés. Ou autonomie, par exemple, et ça, j'avais donné l'exemple, dans une certaine culture, on ne dit pas aux patients qu'il a une maladie, le cancer, par exemple, qui est en phase terminale. Ça va être le garçon à qui on va le dire. Le garçon, lui, va négocier ou va le dire à son père ou pas le dire, enfin. Alors, on comprend autonomie d'une façon différente. Alors, tout ça pour dire que c'est comme ça que Beecham et Childress avance un universalisme tout en gardant l'importance du contexte. Et enfin, on arrive, et justement, et le cas que je vous avais dit aussi de la jeune fille de New Credit, la jeune fille autochtone, pour laquelle on a décidé qu'elle avait le droit de refuser la chimiothérapie, un peu c'est ça. Donc, selon sa culture et dans le contexte dans lequel elle était. C'est sûr que les médecins ont sans doute pensé qu'il y avait moins de bienfaits avec la médecine traditionnelle, mais cependant, étant donné que imposer une chimiothérapie aurait fait plus de tort que d'aller avec la médecine traditionnelle. Alors, tout ça pour dire que le principisme est issu de la morale commune et des traditions médicales aussi, hein. Donc, il est adapté à la médecine. Alors, réfléchissez à la discussion et aussi, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel et enfin, je vais vous expliquer si vous avez besoin d'explications. Et vous pourrez appliquer ce cadre dans le cas de Raymond.